Emmanuel Henry, je suis politiste et sociologue et je travaille sur la construction des problèmes publics à partir de différents enjeux sanitaires et environnementaux. Je suis aujourd'hui donc professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine, PSL. Mais je commence cette thèse entre la science politique et les sciences de l'information et de la communication, en fait, rattachées aux deux disciplines, au moment où la crise de l'amiante fait la une des médias d'information et l'objet d'une forte attention politique et médiatique. Et donc je vais faire tout un travail autour de comment ce problème a émergé publiquement, comment il est devenu un problème de santé publique majeur et comment il a conduit les acteurs politiques à prendre un certain nombre de décisions, dont l'interdiction de l'amiante donc à partir du 1er janvier 1997. Et puis petit à petit, en travaillant sur cette question-là, je me suis rendu compte que le plus important, en fait, c'était pas tellement comment est-ce que l'amiante était devenu un problème public, même si c'est un enjeu important, mais comprendre comment, pendant 10-15 ans auparavant, ce problème avait fait l'objet d'une méconnaissance et d'un désintérêt social très, très marqué. Donc, une partie de la thèse s'attache à comprendre justement pourquoi est-ce que ce problème qui fait l'objet d'une attention publique très forte au milieu des années 90 a été l'objet d'un désintérêt de la part des médias, de la part des acteurs politiques pendant une décennie auparavant, plus d'une décennie auparavant. Alors, une des caractéristiques de la thèse, ça a été de s'appuyer sur le tout début, je crois que c'est une des premières thèses en fait, qui s'appuie explicitement sur le principe du dépôt légal de l'ENA, c'est-à-dire de l'INA, pardon, donc l'Institut national de l'audiovisuel qui a progressivement donc, fait des archives intégrales des diffusions télévisées. Et donc j'ai été en capacité de travailler sur l'ensemble des archives audiovisuelles de la période. Donc je pense que ça c'est une première caractéristique méthodologique de la thèse, qu'elle a pu s'appuyer sur cet outil nouveau pour les chercheurs de pouvoir avoir une vision. On avait accès aux dossiers de presse de Sciences Po notamment pour tout ce qui était presse écrite, mais j'ai pu faire le même travail à partir de la presse audiovisuelle, donc l'analyser de façon aussi systématique qu'auparavant on analysait la presse écrite. Donc ça c'est une première caractéristique. Et puis après c'est un travail, je dirais, assez classique en fait de construction de problèmes public, c'est-à-dire on s'intéresse aux acteurs qui se mobilisent pour constituer l'amiante en problème public et notamment pour tous les acteurs qui effectuent ce travail de redéfinition du problème de l'amiante, d'une maladie professionnelle, d'un enjeu de santé au travail à un enjeu de santé environnementale et de santé publique plus largement. Ben, en tout cas, c'est vrai qu'au moment où j'écris cette thèse, les discours publics sont autour d'une explication du silence médiatique, justement autour d'une thèse du complot. C'est-à-dire le comité permanent amiante, donc ces instruments de lobbying, est présenté en tout cas comme un instrument de lobbying à la main des industriels. Et en fait, alors c'est vrai que le comité permanent amiante a été financé par l'industrie, ça c'est indéniable. Mais ce que j'essaie de comprendre, c'est la facilité avec laquelle ces prises de position et son approche lénifiante du problème de l'amiante a été acceptée par l'ensemble des acteurs politiques. Et notamment, c'est la période pendant laquelle, justement, au cours des années 90, la France défend ardemment la poursuite de l'utilisation de l'amiante à l'échelle européenne. Donc on est dans un choix politique assumé à l'échelle de la nation française. Hein. Donc c'est difficile de voir le CPA simplement comme un instrument de lobbying. C'est vraiment un des rouages qui a permis justement à la France de mener une politique de promotion de l'amiante à l'échelle internationale et européenne notamment. Ouais. Alors, au sein du comité permanent, il y a à la fois donc, des représentants de l'État, mais il y a aussi des représentants des partenaires sociaux, donc à la fois organisations syndicales et représentants des employeurs.
Donc c'est vrai qu'ils n'investissent pas le comité permanent amiante de la même manière, hein, ces différents acteurs, et on voit bien qu'il y a un intérêt très fort de la part des industriels à maintenir ce groupe qui va canaliser justement toutes les demandes d'information, toutes les oppositions, etc. Donc il y a un investissement différencié de la part de ces différents acteurs, mais c'est vrai qu'un certain nombre d'organisations syndicales et de représentants, alors pas encore d'associations parce qu'elles sont peu présentes, mais d'organisations syndicales jouent un rôle relativement actif dans ce comité, quoi. En gros, après ma thèse, j'avais deux options. Soit continuer à travailler sur la construction des enjeux publics, du rôle des médias, des mobilisations, etc. Soit, et c'est le choix que j'ai plutôt fait, je me suis intéressé justement à ces logiques de construction de non-problèmes, en fait, ces problèmes qui n'émergent pas dans la société, et notamment à partir du rôle de l'expertise, du rôle des acteurs scientifiques. Et donc, c'est à partir de cet intérêt sur ces arènes relativement discrètes de production de consensus à partir de données scientifiques que petit à petit j'ai été amené à interroger les processus de construction de connaissances et aussi dans le même mouvement des processus de construction de l'ignorance. Bah, en tout cas, sur le cas de l'amiante, c'est un cas particulièrement clair, hein, où on a un classement de l'amiante comme cancérogène certain à partir de la fin des années 70, et à partir de cette période-là, justement, un investissement massif des industriels pour non pas lutter contre le caractère, enfin, la confirmation du caractère cancérogène de l'amiante, parce qu'il est confirmé scientifiquement, mais pour chercher justement à faire diversion par rapport à cet enjeu-là. C'est-à-dire à la fois différencier les différents types d'amiante et notamment essayer de sauver le chrysotile, hein, qui est le principal type d'amiante utilisé par notamment le Québec et le Canada, et puis affirmer qu'en dessous d'un certain seuil, le chrysotile ne serait pas dangereux, justement en dessous de certains seuils d'exposition. Ben, dans un premier temps, je dirais que ce qui m'a interrogé, c'est de comprendre en fait les espaces de circulation de discours. En fait. Comment est-ce que certains discours ont accès à des arènes larges, les discours publics qui vont avoir accès à l'ensemble des médias d'information, et puis des discours plus pointus, plus spécifiques, qui vont être cantonnés à certains espaces. Et c'est, je pense, à partir de cette interrogation sur les espaces de circulation de discours que je me suis rendu compte qu'il était aussi intéressant de s'intéresser sur quelle base scientifique, justement, ces discours plus techniques s'appuyaient, et puis comprendre justement à la fois comment ils s'appuyaient sur certains stocks de connaissances, et petit à petit justement découvrir que derrière ces interrogations en termes d'une science, en termes d'accumulation de connaissances, ben, il y avait toute une série d'interrogations à ajouter autour de la production d'ignorance. Mais je dirais que je suis venu plus par les questions de circulation de discours et d'inégalité et de rapport de force entre acteurs, et c'est petit à petit justement que je suis rentré dans ces approches qui se développent dans la même période autour de l'agnotologie, strictement autour des social studies of science, quoi. Oui, en tout cas, pour moi, ouais, ça a été vraiment ces questions-là d'invisibilité et de visibilité des problèmes sociaux qui a été au cœur. Et un des ressorts, je pense, de cette production ou de visibilité ou d'invisibilité, c'est justement cette capacité à pouvoir adosser ces définitions de problèmes à des connaissances scientifiques, ou au contraire à des stocks de connaissances inexistants, et ce qui va petit à petit justement se constituer autour des recherches sur l'ignorance. Mais je dirais que dans un premier temps, ça a été vraiment autour de ce courant de la nouvelle sociologie politique des sciences, hein, qui réinjecte les rapports de force dans la production de connaissances scientifiques, plus que spécifiquement, centralement, les approches de l'ignorance qui intégreront peut-être plus tard mes recherches de façon plus centrale. Ouais. Je
Je crois que ça s'inscrit en fait dans le travail d'approfondissement justement des outils de régulation des problèmes sociaux et enfin, sanitaires et environnementaux, et notamment tout le travail que j'ai fait autour des valeurs limites d'exposition. Des valeurs limites d'exposition qui sont utilisées justement dans le cadre de la régulation des expositions professionnelles, notamment des ouvriers dans les usines chimiques, notamment où ça a été beaucoup utilisé. Et c'est vrai que c'est en rentrant dans la construction de ces instruments d'action publique, ces instruments de politique publique, où j'ai découvert à quel point ces instruments reposaient, en tout cas se légitimaient par un recours à la science très central, mais en fait s'appuyaient beaucoup sur de l'ignorance, en fait, des choses qu'on ne connaissait pas, des études qui n'avaient pas été faites, ou des études très anciennes. Et c'est donc par le biais de ces instruments d'action publique que je suis rentré autour de ces questions d'ignorance. Donc c'est vrai que je pense que c'est à la fois une approche depuis la construction des problèmes publics et de la sociologie de l'action publique. Alors, elle s'appuie sur l'ignorance tout d'abord parce que c'est vrai que une des difficultés, on voit bien, enfin, quand on regarde dans le long terme ces valeurs limites d'exposition, on voit qu'elles baissent très régulièrement, donc au fur et à mesure où s'accumulent des connaissances. Donc, d'une certaine manière, on peut dire que structurellement, elles sont adossées à de l'ignorance parce qu'elles sont adossées à de la science qui n'est pas encore faite. On reviendra peut-être sur cette notion de science non faite. Et donc, elles démontrent par leur amélioration progressive que ce n'est qu'au fur et à mesure où on a des connaissances suffisantes qu'on est en mesure de mettre des outils suffisamment protecteurs pour les travailleurs. Mais il me semble que de façon aussi plus systématique, le recours à des valeurs seuils et des valeurs limites, ça a un effet évidemment protecteur parce que quand on va mettre une valeur limite à 2 fibres par centimètre cube, les ouvriers ne seront plus atteints d'asbestose ou beaucoup moins d'asbestose. Mais par contre, les risques de cancer vont être d'une certaine manière rendus moins visibles et presque légitimés. Moi, je sais que dans les entretiens que j'avais fait avec des ouvriers exposés à l'amiante dans le cadre de leur travail, certains me disaient dans une ironie, un humour noir, on est victime de cancers réglementaires parce qu'on a été exposé à des valeurs limites de 2 fibres par centimètre cube et nos cancers sont d'une certaine manière acceptés, légitimés par la réglementation. Alors dans le cas de la santé au travail, en fait, on va retrouver cette invisibilité statistique justement à la fois dans cette incapacité ou ces énormes difficultés à quantifier scientifiquement les effets du travail sur la santé, et puis de façon encore plus systématique, mais ça s'inscrit justement, ça élargit un peu le travail de Paul-André Rosenthal qu'il avait fait essentiellement sur la silicose, dans la quantification du nombre de maladies professionnelles, où on montre de façon assez claire qu'on a une sous-reconnaissance systématique des maladies professionnelles qui contribue justement à rendre très peu visible cet enjeu de la santé au travail en France aujourd'hui. La connaissance devient une valeur dans la mesure où justement de plus en plus d'instruments reposent sur les données scientifiques. Et c'est vrai que je pense qu'on observe sur le moyen terme et le long terme un peu une translation des espaces dans lesquels sont définis les enjeux de santé au travail, d'espaces de la lutte sociale vers des espaces de plus en plus scientifiques et techniques. Donc je pense que c'est plus le fait que les enjeux de santé au travail et de santé environnementale sont de plus en plus définis dans des arènes techniques et scientifiques qui font que pour se mobiliser, pour s'opposer justement à des arguments qui sont donnés, les mouvements sociaux ont de plus en plus besoin de s'appuyer sur des connaissances scientifiques. Mais d'une certaine manière, on peut dire que c'est aussi un piège pour le mouvement social, hein, parce que c'est vrai que le mouvement social est beaucoup moins armé que les acteurs industriels pour produire des connaissances, pour s'appuyer sur des connaissances scientifiques dans le cadre d'une mobilisation. Et d'une certaine manière, cette translation des espaces de définition de problèmes vers les espaces
techno-scientifique affaiblit justement le poids des mouvements sociaux dans ces perspectives. Et puis, une autre façon de répondre à cette question, c'est aussi le fait que sur les questions de santé au travail, en fait, il y a plein de domaines dans lesquels, enfin, plein d'enjeux sur lesquels les connaissances sont très stabilisées. On sait qu'un certain nombre de produits, par exemple, sont des cancérogènes, certains pour l'homme, et pour autant, on n'a pas, par exemple, de tableau de maladie professionnelle qui va permettre l'indemnisation des travailleurs exposés à ces produits toxiques. Donc, même si on est dans un domaine où la science est importante, elle est très insuffisante pour conduire à des formes de prise en charge publique d'un enjeu quel qu'il soit. Je pense il faut arriver à tenir les deux bouts. C'est-à-dire, on voit bien dans le cas de l'amiante, dans le cas d'un certain nombre d'industries qui ont été notamment analysées par David Rosner et Gerald Markovitch, par exemple, où on voit bien qu'il y a une activité stratégique des industriels pour produire de l'ignorance. Donc ça, je pense que c'est vraiment un effet, une observation indéniable. Alors, qui est pourtant particulièrement difficile à faire en France, dans l'espace français, parce qu'on n'a pas accès aux mêmes données que les Américains, notamment parce que c'est beaucoup lié au système judiciaire américain et aux pièces qui sont transmises à travers les procès qui sont intentés contre l'industrie aux États-Unis. Donc il y a déjà une première difficulté qui est que ces espaces stratégiques des acteurs industriels, ils sont beaucoup plus difficiles à démontrer dans l'espace français et dans l'espace européen plus globalement, par ces difficultés d'avoir accès aux mêmes données. Donc, mais ces dimensions stratégiques, je pense qu'elles sont importantes à documenter, mais il me semble que là où la sociologie et les sciences sociales ont un apport beaucoup plus important à faire, c'est de montrer que ces stratégies, en fait, elles sont assez peu coûteuses pour l'industrie parce elles ne font qu'accompagner justement une série de dimensions plus structurelles de production d'inégalités, de production justement d'ignorance, qui reposent sur des formes d'inégalités qui sont beaucoup plus ancrées justement dans des inégalités entre les organisations syndicales et les industriels dans le cadre de la santé au travail, ou des associations de riverains contre des acteurs économiques ou des administrations dans d'autres domaines. Et donc montrer justement comment ces inégalités structurent et rendent facilitent en tout cas ce travail stratégique des industriels. Et il me semble que c'est ce que nous, en tant que sociologues et travaillant dans les sciences sociales, on peut mettre en évidence justement toutes les différentes formes d'inégalités, et parfois en cascade, des inégalités qu'on va retrouver justement par exemple dans les inégalités de spécialité dans les professions médicales, où les médecins du travail vont être un peu les moins reconnus dans les professions médicales et vont avoir du mal à faire entendre leur voix. Donc toute une série d'inégalités qui vont renforcer justement cette puissance des actions stratégiques des industriels pour produire de l'ignorance. Oui, c'est ça. Il me semble, si on reprend l'exemple du comité permanent amiante, on voit bien que ce comité permanent amiante, il n'a pas réussi à lui tout seul à mettre en place les politiques d'usage contrôlé de l'amiante des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Ça a été bien sûr le fruit d'arbitrages politiques, économiques, qui ont été faits justement dans des espaces très, très vastes. Et il me semble que c'est à la fois mettre en évidence justement comment est-ce que ce rouage du comité permanent amiante s'inscrit justement dans une série de rapports de force, alors qui à la fois permet de comprendre l'efficacité avec laquelle le comité permanent amiante a pu fonctionner, mais en même temps montre que si on avait réussi à neutraliser le comité permanent amiante, on aurait trouvé d'autres vecteurs pour transmettre justement ces formes d'inégalité.
Donc, la réflexion autour de la science non faite, en fait, elle se structure justement par mes propres terrains de recherche, en fait. Le fait de travailler sur la santé au travail m'a confronté justement à un espace social dans lequel les inégalités sont assez structurelles, justement, les inégalités entre travailleurs et employeurs, et où les rapports de force sont assez difficiles à faire évoluer. En tout cas, on est dans des rapports de force qui sont assez stables dans le temps, en fait. Et c'est, je pense, l'intérêt de travailler sur la santé au travail, c'est que ça met en évidence justement cette dimension très structurelle des inégalités sociales. Alors, qui peut permettre d'éclairer d'autres enjeux, mais qui a aussi ces formes de spécificité. Et c'est vrai que c'est à partir de ce travail sur la santé au travail que j'ai été intéressé par ces travaux autour de la undone science, la science non faite, parce que justement c'est ces travaux-là qui mettent en évidence les effets justement structurels de ces inégalités dans les productions de connaissances et dans la capacité à s'associer à de l'expertise et à mobiliser de l'expertise. Et il me semble que cette spécificité du secteur de la santé au travail permet d'éclairer de façon très particulière et très spécifique justement des mécanismes qu'on va observer aussi sur la santé environnementale et dans d'autres domaines, mais de façon presque plus brute, plus visible. Et donc je pense que ça permet justement d'élaborer des outils d'analyse qu'on peut après développer sur d'autres exemples et utiliser sur d'autres exemples. Alors les collaborations, mes principales collaborations en fait, elles ont été tout d'abord ancrées dans un projet de recherche en fait, qui avait été financé par l'Agence nationale de la recherche autour de l'indépendance de l'expertise dans la santé publique, santé environnementale, donc qui avait rassemblé une série de chercheurs à l'échelle nationale. Donc c'est là où on a eu des interactions assez régulières. En tout cas, c'était dans le prolongement de travaux que j'avais fait déjà avec Claude Gilbert, avec qui j'avais beaucoup travaillé sur les risques et les crises. Et c'est là où on a commencé à travailler de façon plus régulière avec aussi donc Soraya Boudia et Nathalie Jass. Et puis petit à petit, justement, on a élargi justement ces cercles d'échange avec Scott Frickel aux États-Unis, Angela Krieger à Princeton, et on a commencé à élargir justement les cercles de réflexion pour mettre en discussion aussi ces recherches-là dans des arènes justement plus larges, internationales. Ouais. Oui, il me semble que parmi l'ensemble des travaux sur l'ignorance, il me semble que ma recherche et mon approche à ça de spécifique, qu'elle essaye de s'interroger sur les conséquences de ces productions d'ignorance et des usages stratégiques ou non d'ailleurs de l'ignorance dans les politiques publiques. Et donc montrer comment est-ce que cette utilisation de l'ignorance, ou en tout cas comment est-ce que la façon dont l'ignorance structure les processus d'expertise conduit justement à des formes d'action publique qui peuvent parfois relever de l'inaction, en tout cas qui sont des formes d'intervention publique qui à la fois prennent en charge un certain nombre d'enjeux, mais produisent aussi des formes d'inaction publique, d'invisibilisation de certains enjeux. Alors cette réflexion-là, elle s'inscrit en fait dans des travaux assez anciens maintenant en sciences politiques autour de la non-décision, c'est-à-dire le travail qu'avaient fait des politistes, notamment Bachrach et Baratz, autour de cette notion de non-décision qui disait ça suffit pas de travailler sur les processus de décision, mais il est aussi important de voir comment est-ce que le fait de ne pas décider sur un enjeu correspond aussi, enfin permet de mettre en évidence des rapports de force entre acteurs. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est reprendre cette notion-là de non-décision et montrer que cette frontière, elle est intéressante entre décision et non-décision, mais que
si on rentre dans la façon dont sont prises les décisions et les instruments qui sont utilisés pour mettre en œuvre les politiques publiques, on est en fait dans un mix un peu entre les deux, d'action publique et d'inaction publique, et donc des formes d'intervention publique qui sont à la fois peut-être un progrès par rapport justement à des situations qui étaient plus graves auparavant, mais qui ont aussi pour effet de masquer justement souvent des effets de long terme, des effets plus structurels, des formations des inégalités qui vont être rendus invisibles par ces types d'instruments. Mais en tout cas, ce que montrent ces travaux autour de l'inaction publique et la non-décision, c'est que c'est vraiment les rapports de force entre groupes sociaux, les rapports de force entre segments de l'administration, les rapports de force entre acteurs politiques et entre ces différents groupes d'acteurs qui structurent les formes d'intervention publique et les orientations des politiques publiques. Donc là-dedans, je pense que par rapport aux travaux plus classiques de sciences politiques, moi, j'intègre une dimension justement liées au STS, en fait, à la sociologie des sciences, aux études sociales des sciences, mais c'est vrai que je m'inscris assez globalement justement dans ces recherches autour des rapports de force, des rapports politiques, pour comprendre justement les formes d'intervention publique et les instruments utilisés pour orienter les politiques publiques. Ouais. Mmh. Non, c'est vrai que le rôle des structures organisationnelles est assez important. C'est aussi ce qu'avait montré Scott Frickel dans son travail sur l'ignorance institutionnelle organisée. Donc c'est vrai que cette série de travaux autour du rôle des organisations, de l'inertie justement des formes d'articulation, des processus de décision dans des processus de décision organisationnels, etc., joue un rôle important. Mais c'est vrai que je pense que ces logiques organisationnelles sont une partie justement de rapports de force aussi plus larges dans lesquels justement les dimensions aussi politiques doivent être prises en compte. La dimension spécifique aussi des rapports de force politiques joue un rôle important. Oui, il me semble que ce livre, c'est vraiment un livre un peu... alors, c'est un livre de synthèse, en fait, un peu à la fois des lectures que j'ai faites, des travaux que j'ai faits, mais aussi des travaux de synthèse que je fais à partir de recherches qui ont été faites par ailleurs et qui, en effet, bouclent d'une certaine manière la réflexion. C'est-à-dire, c'est là où j'organise la réflexion autour de l'invisibilité, de l'ignorance et de l'inaction, et où je reprends un peu ces trois mécanismes qui permettent justement d'éviter de prendre en charge un certain nombre de problèmes en les constituant justement comme non problématiques et ne nécessitant pas l'intervention des pouvoirs publics. Donc il me semble que, en effet, par ce travail-là, en fait, je fais dialoguer ensemble cette sociologie de la construction des problèmes publics, ce travail autour de la sociologie des sciences et de la production d'ignorance, et ces recherches autour de la science politique, de la sociologie de l'action publique qui expliquent justement, qui va de la non-décision aux formes d'intervention et de non-intervention publique. Et donc j'essaye de faire fonctionner ces trois traditions de recherche ensemble. Et il me semble que ça remet justement en perspective les travaux autour de l'ignorance et de la sociologie des sciences dans une approche plus large de sciences sociales du politique, quoi. Alors le Dieselgate, c'est intéressant parce que typiquement, c'est encore un problème, c'est à nouveau un problème dans lequel on voit une distance très forte entre la définition qui en est donnée dans le grand public, un scandale qui implique des industriels, Volkswagen et d'autres, et ce qui se passe dans les milieux justement plus experts, les milieux plus confinés, plus spécialisés, où en gros on est dans des processus de négociation dans lesquels depuis très longtemps, on connaît l'existence de ces logiciels qui transforment l'activité des véhicules suivant s'ils sont dans des tests d'homologation, des tests de pollution dans le cadre de l'homologation des véhicules ou en situation normale, des
donc des dispositifs logiciels qui sont connus de la part et des régulateurs et des industriels. Et donc on voit bien que dans ces espaces-là, les choses sont beaucoup plus, on n'est plus dans le noir et blanc, mais au contraire dans des zones de négociation structurelle entre des régulateurs et des régulés, mais avec souvent des frontières très lâches entre ces deux groupes. Et il me semble que cet exemple-là, qui était bien connu du grand public, a une bonne façon justement d'appréhender la capacité qu'ont certains enjeux à être définis de façon très différente dans des espaces de forte publicité où on est obligé d'aller dans des rôles presque caricaturaux, et les espaces plus confinés dans lesquels justement les acteurs, il y a une forte interconnaissance, et les acteurs sont conduits à faire des compromis qui ne rendent plus tenables justement les tenants et les aboutissants du problème tels qu'ils sont débattus dans l'espace public. Alors l'ignorance toxique, en fait, c'est issu d'un travail qu'on a fait avec Henri Boulier, en fait, en parallèle sur des comités d'experts européens et français, mais travaillant dans le cadre de la réglementation REACH de l'ensemble des produits chimiques. Et où on en est arrivé à la conclusion, justement, que cette faiblesse des connaissances sur lesquelles s'appuyaient les experts scientifiques aux échelles nationales et européennes produisait justement des formes d'incapacité de régulation qui étaient toxiques pour l'environnement, pour les travailleurs, pour les consommateurs, etc. Et donc, cette notion d'ignorance toxique, en fait, elle prend en compte justement les conséquences et les conséquences structurelles justement de cette production d'ignorance dans les arènes expertes pour prendre en compte justement ces conséquences dans des espaces sociaux plus vastes. Donc, la dimension toxique au sens des dangers qui sont maintenus justement par le maintien sur le marché de produits dangereux, par la non-régulation d'exposition à des produits chimiques dans les espaces de travail, par exemple. Dans ces derniers cas, il faut tout de même souligner que le laisser-faire relève aussi d'un choix et doit être analysé comme tel quand d'autres processus sociaux font l'objet d'oppositions ou de réformes systématiques, s'ils nuisent à certaines catégories d'acteurs ou menacent directement leurs intérêts. En tout cas, par rapport à ces problèmes justement d'ignorance structurelle, on voit bien qu'il y a des formes d'intentionnalité qui sont à différents niveaux, hein. Donc, il y a ce qu'on a évoqué tout à l'heure, cette ignorance stratégique qui est utilisée par les acteurs industriels de façon assez directe. Mais en effet, je pense que dans cette je prends un exemple. L'exemple de la santé au travail. On voit bien qu'on est dans une sous-reconnaissance structurelle des effets du travail sur la santé des populations, vis-à-vis de laquelle, justement, un certain nombre d'alertes montent à un certain niveau. Il y a eu des réformes qui ont été faites, mais qui ont pris en charge le problème simplement d'un point de vue financier. Et donc, c'est vrai que analyser la non-réforme de cette sous-reconnaissance de la santé au travail, je pense, doit s'analyser comme une réforme en tant que telle. C'est-à-dire faire le choix de ne pas réformer la reconnaissance ou la sous-reconnaissance de la santé au travail aujourd'hui, et un choix politique qui est analysé comme tel. Et dans cette perspective-là, je m'inscris vraiment dans ces travaux autour de la non-décision où il me semble important de dire ne pas décider est aussi une forme de décision. Donc ça me paraît clair. Mais là où c'est beaucoup plus pervers, c'est une forme de décision qui est plus difficile à combattre au sens où elle est beaucoup moins visible en fait, parce que c'est des débats qui ne sont pas pris en compte, contrairement là au moment où on enregistre cette vidéo, on parle beaucoup de la loi immigration qui est en débat, où on voit bien qu'il y a des choix politiques qui sont faits. Mais quand on est sur des non-décisions, c'est très difficile de faire émerger cet enjeu-là dans l'espace public et de montrer à quel point justement ne pas décider est une forme de décision volontaire de la part des acteurs politiques.
C'est un des points de départ, je pense, de la réflexion du collectif à l'origine de cet ouvrage Résidus, c'est de constater justement l'extrême parcellisation des travaux sur les pollutions chimiques, les usages de produits chimiques dans l'environnement, dans les milieux de travail, etc. Et donc, la volonté de réfléchir à cet enjeu-là comme un tout et de voir notamment justement comment est-ce que ces enjeux autour des pollutions chimiques, en fait, par leur définition parcellaire, nous fait passer à côté de l'enjeu. Et donc c'est vrai qu'en travaillant sur les pollutions chimiques comme un tout et l'extrême diffusion justement des produits chimiques dans nos environnements, on se rend compte justement du poids matériel, réel dans la réalité de nos vies sociales et environnementales, dans la vie de la planète, de ces productions extrêmement importantes en quantité, en diversité de ces produits chimiques. Donc prendre conscience de ça, en fait, ça a été en effet un des moteurs majeurs de dire, en gros, ces études sur l'ignorance, on ne doit pas les cantonner justement à des travaux sur l'expertise ou sur la production de connaissances seulement, mais aussi à tout le pan justement à la fois de la régulation et de la non-régulation de ces produits chimiques et de comprendre justement comment cet enjeu-là joue un rôle central dans nos sociétés. Et c'est vrai que autant le réchauffement climatique est devenu aujourd'hui un enjeu global, autant la biodiversité aussi s'impose sans doute un cran en dessous que le changement climatique dans son impact social, mais est aussi devenu un enjeu global. Et il nous semble que cet enjeu-là de la pollution chimique, en fait, elle doit aussi être prise comme un tout et comme ayant des conséquences structurelles assez fondamentales à la fois sur nos milieux sociaux et sur nos milieux de vie de façon plus générale. Moi, il me semble de plus en plus fondamentalement que les prises pour l'action elles se situent dans les formes de mobilisation et d'action collective. En fait, maintenant, avec quand même le recul sur un certain nombre d'enjeux, etc., donc il me semble que les seuls mécanismes qui arrivent à faire bouger des lignes, alors souvent de façon incrémentale, hein, mais les seuls mécanismes sont des mécanismes de mobilisation, d'action collective, beaucoup plus que les découvertes scientifiques du danger de tel ou tel produit en fait. Donc il me semble que cette modification des rapports de force, elle a lieu justement dans le cadre de certaines mobilisations, de certaines formes d'action collective qui permettent justement de redéfinir certains enjeux, de les faire poser différemment aux acteurs politiques. Donc il me semble que la voie, elle est vraiment autour des formes de mobilisation et d'action collective. Ça ne veut pas dire que ça gomme justement toutes ces analyses qu'on fait sur les inégalités, les rapports de force. Hein. Souvent, les résultats sont durs à obtenir. On voit que dans le cas de l'amiante, il y a eu des progrès très, très importants qui ont été donnés, qui ont été obtenus justement dans le cas des expositions à l'amiante, mais qui n'ont pas eu du tout d'effet moteur sur les autres cancérogènes professionnels. Donc c'est vrai que il me semble que c'est la voie d'accès principale, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un contexte de fortes inégalités, en tout cas par rapport à certains enjeux en particulier desquels je traite autour de la santé au travail et de la santé environnementale. Ben, il me semble qu'aujourd'hui, c'est démontré par des travaux en France autour de ces questions, les mobilisations les plus importantes sont autour des pesticides, en fait, des usages des pesticides qui à la fois mobilisent dans le domaine du travail et dans le domaine de l'environnement, où on voit bien que des choses se bougent justement par rapport à ces mobilisations. On a quelques mobilisations aussi locales dans des espaces très pollués, dans des espaces géographiques très pollués. Donc à l'échelle locale, je pense que des mobilisations et des formes d'action collective ont lieu aussi autour de certaines pollutions chimiques.
Alors actuellement, moi je travaille sur un travail en commun avec Émilie Counil, une épidémiologiste, où on travaille sur la construction de la quantification justement des effets du travail sur la santé et des effets d'exposition environnementale sur la santé par l'épidémiologie. C'est-à-dire comment est-ce que l'épidémiologie a construit une capacité à quantifier les difficultés qui sont posées dans la discipline épidémiologique et les débats que ça crée au sein de cette discipline et les connexions qui se font ou non avec la décision politique. Donc là, c'est le chantier actuel je pense qu'à terme, j'aimerais continuer à travailler sur cette régulation, sur la question de la régulation des produits chimiques là, dans le prolongement de résidus et sans doute à l'échelle internationale, comment est-ce que s'agence aujourd'hui la régulation des produits chimiques à l'échelle internationale.